Enfin, c'est l'été. Mettez vos tongs, prenez votre parasol et la plage vous attend. En vacances, on essaye d'oublier un peu les dégâts sociaux et environnementaux causés par certaines multinationales. Du moins, jusqu'à ce que les marchands de sable ne ternissent le tableau. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. Je m'appelle Damien Vega et aujourd'hui on s'intéresse à l'industrie du sable. Il est partout autour de nous, dans le béton de nos immeubles, dans les bouteilles en verre, dans nos cosmétiques et même dans les microprocesseurs de nos ordinateurs. Autant vous dire qu'on en fait une consommation phénoménale. Mais pour sa gestion hasardeuse, voire mafieuse d'une ressource qui pourrait venir à manquer, l'industrie du sable est aujourd'hui sous le feu des critiques. J'en discute avec Pascal Peduzzi, bonjour. Bonjour. Pascal, tu es directeur du GRID Genève au programme des Nations Unies pour l'environnement. Tu es également professeur à l'Université de Genève, également coordinateur de plusieurs rapports de l'ONU sur la thématique du sable. Dans l'un des reportages que j'ai consultés pour cet entretien, on parlait du sable comme d'un héros invisible de notre époque. Il paraît que le sable est omniprésent autour de nous. C'est vrai ça? Et c'est quoi les secteurs qui en consomment le plus? Oui, il est vraiment partout. En fait, si on regarde, chacun autour de soi, les murs qui nous abritent, qui nous protègent, les fenêtres à travers lesquelles on regarde, mais aussi, tu l'avais mentionné, effectivement, les mémoires d'ordinateur, mais également tout le sable qu'on utilise pour gagner du terrain sur la mer. En fait, c'est le matériau solide le plus utilisé au monde. Même en fait devant tous les autres, le fer, l'aluminium, etc. Le sable, c'est vraiment... Alors sable, c'est sable et gravier. On en utilise 50 milliards de tonnes par année. Alors 50 milliards de tonnes, c'est tellement énorme qu'on a de la peine à se faire une idée. C'est suffisamment pour faire un mur de 27 mètres de haut, à peu près 9 étages, 27 mètres de large, qui ferait le tour de l'équateur chaque année. Ça, c'est la quantité de sable et gravier qu'on utilise chaque année. C'est quoi les secteurs qui consomment le plus de sable? Oui, alors clairement, c'est la construction. Vraiment, tout ce qu'on utilise comme sable et gravier, qu'on mélange avec du ciment pour faire du béton, c'est pour faire toutes les routes, les tunnels, les bâtiments, les hôpitaux, etc. Donc la construction, c'est le secteur de loin le plus gourmand en sable et gravier. Maintenant, il y a aussi également tout ce qui est la réclamation du terrain sur la mer. Donc, quand on a agrandi le territoire, par exemple, en pays comme Singapour, a augmenté son territoire de 23% depuis les années 70 en prenant du sable de Thaïlande, Indonésie, Malaisie, etc. Il y a encore beaucoup plus loin. Et vu l'usage qu'on fait de ce sable, est-ce qu'il faut s'inquiéter de potentielles pénuries? Alors, ça dépend où. Ici, en Suisse, on a la chance d'avoir eu beaucoup d'activités glaciaires. Après, c'est pas parce qu'on a du sable qu'on peut y accéder. Je m'explique. Dans le plateau, on est assez densément peuplé. Personne veut avoir juste à côté de soi une carrière pour extraire du sable et du gravier. Donc, c'est pas évident, même si on a la ressource, d'y accéder parce qu'on a construit par-dessus, on a peut-être planté des vignes, on a des forêts, etc. Donc, on a beau avoir la ressource, ce qu'il faut encore avoir, c'est l'accès à la ressource. Et ça, c'est pas évident. On l'a vu encore dernièrement avec certaines manifestations de gens qui s'opposent à l'ouverture d'une carrière, pas plus loin qu'ici à Lausanne, à la colline de Belmont, ça s'appelle, je crois. Autrement, également, d'autres pays, des pays qui sont plus plats, qui n'ont pas de montagne, comme par exemple la Belgique, eux, ils sont dépendants du sable marin. Et ils ont fait, en fait, l'étude de combien est-ce qu'il leur restait. Il leur reste pour 80 ans d'utilisation actuelle. Ça paraît beaucoup ou peu, enfin, c'est selon. Enfin, 80 ans, pour moi, ça ne me paraît pas énorme. Et surtout qu'après, s'il n'y a plus du tout de sable, il n'y a plus de poissons non plus. Donc, on est vraiment très, très dépendant de cette ressource en sable. Et c'est quelque chose qui a été négligé jusqu'à présent, je pense. Et toi, à titre personnel, comment tu t'es retrouvé dans le sable, si je peux le dire comme ça? Oui, c'est assez étonnant. En fait, il y a bien des années, c'était en 2009, j'ai été mandaté par le gouvernement de Jamaïque parce qu'ils avaient un problème d'érosion des plages. Et puis, on a étudié pourquoi ces plages s'érodaient. Et en faisant plusieurs enquêtes, on s'est aperçu que c'était pas à cause du changement climatique, mais qu'ils avaient construit sur la plage, ils avaient cassé les coraux, enfin, il y avait plein de raisons. Mais au sud de cette partie de l'île, il y avait un village de pêcheurs, et eux, ils nous ont dit qu'une nuit, il y a des gens qui sont arrivés ils étaient armés, et ils avaient des trax, des pelleteuses, et puis pendant la nuit, ils leur ont embarqué le sable de leur plage. Et là, je me suis posé la question, mais comment ça se fait qu'on peut menacer la vie de quelqu'un pour du sable? Et c'est la question qui m'a vraiment interpellé. Et depuis ce jour, en fait, c'est un sujet qui me colle à la peau, avec plaisir, c'est fascinant. Et plus je travaille dessus, plus j'en apprends. Et en fait, j'étais vraiment très étonné de voir notre dépendance par rapport au sable. J'étais aussi surpris que la plupart des auditeurs aujourd'hui, je pense, s'ils en entendent parler pour la première fois, avant, personne ne parlait de cette question de sable. Et c'est un sujet qui est absolument étonnant. C'est quoi exactement les causes qui nous poussent un peu aux limites de cette ressource dans certaines régions du globe? Alors, une chose qui est toujours pareille, c'est qu'on ne peut pas pêcher plus de poissons qu'il ne s'en reproduit, on ne peut pas couper plus d'arbres qu'il n'en repousse, c'est un peu la même chose, sauf que le sable
il se régénère, mais il se régénère à une échelle géologique. Il faut plusieurs centaines de milliers d'années pour transformer de la roche en des graviers et du sable. Ce qui fait qu'à l'échelle humaine, de la vie humaine, on doit considérer le sable comme une ressource non renouvelable. Et comme tout ce qui n'est pas renouvelable, eh bien, un bout de moment, vous en prenez, et à un moment donné, il n'y en a plus. Est-ce qu'on construit trop? Il y a trop de spéculation immobilière? C'est quoi qui mène peut-être aux limites de cette ressource? Alors je pense que d'abord on n'est pas très au fait de ce que c'est que le sable et de la rareté du sable et de nos dépendances par rapport au sable. Ce qui fait qu'il y a un certain gaspillage aussi de la quantité de sable. Souvent on en utilise davantage qu'il serait nécessaire. Les architectes, les ingénieurs seraient capables de construire avec moins de béton pour la même solidité. On peut construire pour une plus longue période au lieu de détruire un bâtiment et de le remplacer au bout de 30 ans. On peut construire pour des périodes beaucoup plus longues. Après, on peut utiliser d'autres matériaux de construction. C'est pas le béton est devenu un petit peu le matériau par défaut, alors qu'il y a plein d'autres matériaux qui sont utilisés. Parce qu'il n'est pas cher, j'imagine. Il n'est pas cher. Alors après, tout dépend du coût qu'on prend. Parce que le coût du sable, et pour l'instant, c'est le coût de l'extraction. On ne paye pas vraiment pour cette ressource. Et le sable, dans l'environnement, il amène des services qui ont également des bénéfices. Par exemple, nos aquifères, nos nappes phréatiques. Les gens imaginent une nappe phréatique comme une poche d'eau, alors qu'en fait, c'est de l'eau dans l'interstice entre les graviers et du sable qu'on vient pomper. Le sable, c'est aussi le sable de nos plages qui protège le littoral contre l'érosion des sols, contre la salinisation des nappes phréatiques côtières. Ça protège contre les ondes de tempête. C'est aussi un habitat pour les poissons, les tortues, les oiseaux, etc. Le sable dans les rivières, il protège contre les inondations, il protège contre l'érosion des berges. Donc il a aussi un rôle et donc une valeur dans l'écosystème. Et ça, on n'a pas vraiment reconnu en fait la valeur du sable aussi dans son écosystème. Et en termes de valeur pour le matériau de construction, quand vous avez un matériau dont on est totalement dépendant pour l'ensemble des constructions, ça devient un matériau stratégique. Or, pour l'instant, on le considère comme un matériau banal. Donc il y a l'importance du sable à travers tous les services écosystémiques que tu cites, aussi à travers les activités économiques que le tourisme, par exemple, génère. Clairement, je veux dire, que ce serait une plage sans sable. Et de plus en plus, on va chercher ce sable de plus en plus loin. Et dans certains endroits, on arrive à court de la ressource. Et avant d'arriver à court, on génère déjà des impacts très importants. Alors ces impacts, ils vont dépendre de là où on le prélève. Si le sable, il a un rôle dynamique dans l'environnement, ce qui est le cas pour le sable de rivière, sur les plages, dans les fonds lacustres et les fonds marins, là le sable fait partie de l'écosystème. Donc quand on le prélève, on génère des impacts sur l'environnement. Par opposition au sable de carrière, ou alors quand on va écraser les roches, ça se fait aussi beaucoup, on va les broyer pour produire du sable artificiellement. Dans ces cas-là, le sable n'a pas un rôle dynamique dans l'environnement, donc il y a moins d'impact sur les écosystèmes. Donc c'est plutôt à privilégier le sable de carrière versus des sables qui sont issus d'environnements plus dynamiques en termes d'écosystème. J'aimerais qu'on parle un peu de cette filière mondiale du sable. On a parfois affaire à des projets assez spectaculaires en matière de construction, comme par exemple ici à Dubaï, on a en studio une photo de l'archipel de Palm Jumeirah. Pourtant, à Dubaï, ça paraît moins choquant, non? C'est aux portes du désert, il suffit de prendre le sable qui est à côté. Eh ben non, parce que le sable du désert, il est produit par de l'érosion éolienne. Il est très fin, très rond, et en fait, il ne tient pas ensemble. Il faut un sable un peu carré bossu. Donc, le sable qui a été utilisé pour ces infrastructures, il a été pompé en fait dans le sable marin pour générer ces infrastructures. Et une seule de ces infrastructures, c'est 1,2 milliard de tonnes de sable qui a été utilisé. Donc, c'est énorme. Qui vient d'Australie? Alors non, le sable d'Australie, il a été utilisé à Dubaï, mais pour la construction de la tour Burj Khalifa. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant de faire venir du sable depuis l'Australie quand on est dans un pays qui est plein de désert. Mais le sable du désert, on ne peut pas l'utiliser pour la construction. Est-ce qu'il y a des grandes multinationales du sable? Oui, il y a des grandes multinationales qui vont surtout, par exemple, pour le sable marin, c'est parce qu'il faut des grands bateaux, c'est des bateaux extrêmement chers. Il faut imaginer une espèce de gigantesque aspirateur qui vient aspirer les fonds marins à jusqu'à 50 mètres de profondeur. C'est des bateaux qui valent des millions. Donc là, vous avez des très grosses compagnies qui vont exploiter ce sable. À savoir qu'on voit une augmentation en fait de ce sable qui est prélevé des fonds marins, avec beaucoup d'impact sur la biodiversité, on peut l'imaginer, et sur la pêche. Et si c'est prélevé trop proche des côtes, également sur l'érosion côtière. Ces grandes multinationales, eh bien, elles possèdent plusieurs vaisseaux en fait, qui sont actifs partout dans le globe pour ramener du sable marin, surtout pour faire le gain de terrain, pour augmenter en fait la surface
dans le cadre d'une infrastructure portuaire, par exemple. On l'a encore peu évoqué jusque-là, mais il y a vraiment des marchands de sable qui s'organisent en véritables réseaux mafieux, notamment en Inde. Mais si je comprends bien de ce que tu m'as dit tout à l'heure, le sable légal, entre guillemets, il a aussi ses problèmes. C'est quoi la frontière ? En fait, l'extraction de sable, qu'elle soit légale ou illégale, il y a un impact sur l'environnement. La différence avec le sable légal, c'est qu'on pourrait, extraire légalement, c'est qu'on peut l'encadrer, on peut vérifier, on peut dire où il doit être prélevé, la quantité, on peut faire des études d'impact sur l'environnement avant qu'il soit prélevé. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement fait. Dans plein d'endroits, c'est légal, et puis il n'y a pas d'études d'impact sur l'environnement qui sont réalisées, et ça a autant d'impact qu'un prélèvement qui serait illégal. Après, dans tout ce qui est illégal, on peut avoir de la violence. On peut avoir des gens qui vont prendre du sable à des endroits qui seraient totalement inopportuns et qui peuvent péjorer ainsi l'environnement immédiat de personnes qui sont dépendantes en fait, de ce sable, par exemple pour leur protection côtière contre des ondes de tempête, etc. Donc ça, c'est très choquant. Et il y a plusieurs journalistes dernièrement qui ont été simplement tués, certains brûlés vifs, parce qu'ils ont fait des reportages sur cette extraction mafieuse du sable en Inde ou plus récemment en Colombie. C'est assez fou, en effet, qu'on puisse en arriver à de telles extrémités pour une matière première qui semble aussi abondante. J'aimerais qu'on parle un peu du niveau politique et réglementaire. J'ai cru comprendre que tu as longtemps prêché dans le désert, désolé pour le jeu de mots, mais maintenant ça commence à bouger, non, au niveau politique ? Oui, alors ça prend du temps, mais c'est pas tellement surprenant quand on voit qu'il a fallu 30 ans pour qu'on s'intéresse au climat. Donc toutes les problématiques nouvelles, en fait, elles demandent un moment que les gens s'habituent. La première fois que j'arrive devant un gouvernement puis que je dis on a un problème avec le sable, ils me font les gros yeux. Ils découvrent la problématique pour la première fois. Ouais, ils ont déjà tellement de problèmes à gérer entre le climat et la biodiversité, la pollution, sans parler d'autres choses qui ne sont pas forcément environnementales, mais les problèmes de conflit, l'économie, la santé, etc., l'éducation. Donc quand on arrive encore sur la table avec un nouveau sujet, évidemment, c'est pas forcément le bienvenu. Et surtout, c'est étonnant. C'est-à-dire que les gens ne pensaient pas avoir un problème avec le sable jusqu'à ce qu'on les confronte face à la réalité. Alors on dit, combien de vos infrastructures peuvent être construites sans sable ? Et ils réfléchissent un moment, puis effectivement, sans béton, donc sans sable, aucune. Et voilà. Donc maintenant, vous réalisez à quel point vous êtes dépendant du sable et pourquoi cette question doit être légiférée, doit être traitée, doit être regardée si on peut réduire cette consommation, si on peut la substituer par d'autres matériaux, si on peut recycler des matériaux et comment est-ce qu'on doit adapter les législations pour le faire. Et une première chose, c'est d'identifier les ressources en sable, éviter de construire dessus, octroyer des concessions pour qu'ils puissent être exploités, pour éviter que, surtout dans les pays en voie de développement, où le sable il est prélevé en fait par le secteur informel. Eux, ils ont une pelle et un camion, donc ils ne peuvent pas aller dans des carrières où ça va nécessiter des trax, des pelleteuses, enfin des outils onéreux qu'ils n'ont pas à disposition. Et c'est là qu'il faudrait une transition. Parce que, en fait, ce qu'on voit particulièrement maintenant en Asie, mais c'est en train de venir en Afrique, c'est qu'on a à la fois un boom démographique, et avec ça, vous avez un exode rural, des gens qui bougent depuis leur village et qui vont vers les villes, et un retard en développement. Et ces trois... Et un boom de la construction qui, du coup... Ces trois facteurs induisent un boom de la construction. La démographie, l'exode rural vers les villes et le retard en développement qui doit être complété demandent des infrastructures, et ces infrastructures demandent des matériaux de construction. Et si cette demande, elle n'est pas anticipée, et pour l'instant, elle ne l'est pas, les gens vont prendre du sable de partout. Et c'est ce qu'on voit. Ils le prennent sur les plages, le prennent dans les rivières. Et ce qui fait que ça impacte en fait d'autres secteurs. Ce qu'on va développer avec des routes et des infrastructures, des hôpitaux, des écoles, tout ça, il y a des besoins pour ça. Mais si c'est pour abîmer d'autres écosystèmes et l'approvisionnement en eau ou l'approvisionnement en nourriture ou la protection côtière, alors là, c'est un problème parce que on développe d'un côté en sous-développement de l'autre. Et récemment, vous avez publié un rapport qui propose des recommandations pour éviter une situation de crise. C'est quoi les grands axes de ces recommandations ? Alors, on essaie de parler à différents types d'acteurs, que ce soit les gouvernements, que ce soit les entreprises, que ce soit les utilisateurs, les extracteurs, la société civile. Donc, on a un petit peu tagué là-dedans. Chaque fois, les gens peuvent retrouver les recommandations qui sont faites pour eux. Et l'idée, c'est d'arriver avec 10 recommandations stratégiques pour éviter d'arriver dans une crise. C'est un rapport qui a été mandaté en fait par le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Il y a une mesure qui a été prise en 2022 par l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement qui a donné en fait comme mandat à mon centre, Grid Genève, de devoir augmenter la connaissance au niveau technologique, au niveau scientifique et au niveau des politiques publiques par rapport à l'enjeu du sable. Donc on essaie effectivement de faire des recommandations qui vont
éviter les impacts de l'extraction, qui permettent aussi, s'il y a des impacts, de restaurer l'écosystème après extraction, et comment est-ce qu'on peut encore réduire cette consommation de sable. Sur la thématique du monitoring et de la gestion du sable, j'ai cru comprendre que tu étais en train de monter un observatoire du sable avec d'autres collègues. Vous allez faire quoi exactement ? Ce sera quoi les mesures phares ? En fait, on a des observatoires pour plein de choses. On a des observatoires pour l'eau, pour la glace, les glaciers, pour le climat, la biodiversité, l'énergie. Mais curieusement, le premier matériau solide extrait par l'homme, personne s'en occupe. Ce qui fait que pour faire les rapports que je fais, on a de la difficulté à obtenir des données, on ne sait pas combien de sable est prélevé, où et pourquoi, quels sont les impacts. Donc ce qu'on aimerait, c'est en fait avoir 3 groupes de travail dans cet observatoire du sable. Un groupe de travail qui s'occupe de récolter ces données, de faire les analyses justement sur la quantité, sur les besoins de différents sables, parce qu'on parle du sable, mais en fait, ce n'est pas le même sable pour faire des vitres que pour le sable de la construction ou pour les mémoires d'ordinateur. Donc il y a différents types de sable, il faut connaître leur usage, les sources et puis les potentiels impacts sur l'environnement. Le deuxième groupe de travail, ce serait de voir comment est-ce qu'on peut améliorer les législations. Parce que dans certains pays, c'est super bien contrôlé, ça fonctionne. Dans d'autres pays, il n'y a aucune législation. Et donc à ce moment-là, ça ouvre la porte à toutes sortes de pratiques. Aussi, on aimerait que les banques de développement, donc par exemple la Banque mondiale, tous ceux qui vont injecter en fait de l'argent pour financer des nouvelles infrastructures, ils s'assurent que ces infrastructures, elles soient faites avec des matériaux issus de sources durables. Parce que, comme je l'ai dit, si d'un côté on développe un pays, si c'est pour enlever des cours d'eau et l'approvisionnement en eau et en nourriture, il va y avoir un conflit et puis on peut éviter ça. Donc vraiment rendre attentif ces gros investissements qui viennent de la Banque mondiale et des autres. Et le troisième groupe de travail, c'est pour trouver des solutions techniques. On peut construire avec moins de sable, on peut utiliser moins de sable, on peut substituer par d'autres matériaux, on peut le recycler, on peut utiliser par exemple les cendres après l'incinération des déchets, on peut en faire du béton, parce que une fois qu'on les a lavés, on peut le faire. On peut utiliser le sable de terril, peut-être on en parlera tout à l'heure, parlons-en maintenant. Alors d'accord, les terrils, c'est des énormes tas en fait, quand l'industrie minière elle extrait en matériaux. Elle va s'intéresser en général à un seul minerai, par exemple du fer. Alors, il faut imaginer que dans une tonne de matériaux, on va peut-être trouver quelques grammes ou quelques kilos de fer au mieux. Et tout le reste, en fait, ça ne les intéresse pas, donc ils mettent sur des gros tas. Or, on s'est aperçu que ces gros tas, c'était du sable. Donc, pourquoi pas co-générer d'un côté l'extraction de fer et avoir une extraction de matériaux de construction, ce qui évite de créer ces gros tas, ces terrils, qui sont en plus dangereux parce qu'il faut les maintenir, ces terrils. Des fois, il y a des grosses précipitations. Au Brésil, il y a un barrage qui a cédé, ça a emporté un de ces terrils, fait une coulée de boue qui a tué plus de 200 personnes. Donc, on peut réduire les risques, réduire les coûts de maintenance, tout en fait en occasionnant davantage de bénéfices pour l'entreprise minière qui va vendre à la fois son fer et maintenant des matériaux de construction. Même s'ils le vendent pas cher, peut-être $7 la tonne, c'est quand même mieux que de voir des coûts à générer par la maintenance de ces terrils. Donc là, on essaie de convaincre aussi les groupes miniers de vraiment analyser ce qu'ils ont dans leur terril. Peut-être que c'est pas possible parce que dans certains cas, ça va être contaminé, il y a peut-être de l'arsenic, va savoir. Mais dans plein de cas, je suis sûr qu'ils vont tomber sur du sable et qu'ils vont pouvoir s'en servir. Et chaque tonne qui est co-générée évite d'avoir le prélevé ailleurs dans l'environnement. Donc ça, c'est des solutions. On peut aussi penser différemment. On peut imaginer simplement notre société, tout ce qui est développement durable, demande à faire des choses différemment. On ne peut pas imaginer qu'on va continuer à faire les choses de la même manière, puis tout à coup, ça va devenir durable. Parce que le sable, c'est finalement un symptôme parmi d'autres. Finalement, ça reflète plus une mentalité qu'il faut re-questionner aussi. Ouais, c'est exactement ça. C'est un autre angle pour raconter exactement la même histoire. Je parlais des arbres que l'on coupe plus rapidement qu'ils n'en poussent, ou les poissons, on empêche plus qu'ils ne se reproduisent. Le sable, c'est pareil. C'est tous nos rapports aux ressources naturelles qui n'est pas durable. Et il faut changer, en fait, cette mentalité. Déjà, ça s'appelle ressources. Donc, c'est déjà orienté vers l'être humain. Exactement. Et puis, il y a effectivement ce rôle du sable dans l'écosystème qui ne devrait pas être négligé. Et malheureusement, il l'est. Donc, on doit, en fait, revoir un petit peu notre mode enfin, pas juste un petit peu. Il faut révolutionner la manière dont on produit, la manière dont on consomme et repenser les choses. Par exemple, on s'intéresse à la mobilité. On a besoin de davantage de mobilité. Notre réflexe, on va construire plus de routes et on va avoir plus de voitures. Puis on va dire, OK, on met des voitures électriques. Très bien. Alors effectivement, les voitures électriques, elles auront un certain nombre d'avantages sur les voitures à essence. Mais si effectivement elles ne polluent pas ou elles ne font pas de bruit, elles restent quand même bloquées dans le trafic. Elles ne vont pas avancer plus vite une fois qu'on aura congestionné. Elles sont aussi parquées 98% du temps. On ne va pas les utiliser tout le temps.
on doit quand même avoir plus de routes, etc. Alors que si on remplace cette mobilité par une mobilité souterraine avec des métros, par exemple, on n'a pas non plus de bruit, mais on n'a même pas besoin de batterie, qui est un des gros problèmes de la voiture électrique. On a des métros qui fonctionnent à l'électricité sans batterie. Le métro, il va circuler tout le temps, il ne va pas rester parqué 98% du temps. Il ne prend pas de surface. Donc on gagne du terrain, finalement. On peut faire des places de jeu, des terrasses de bistrot, que sais-je, en surface. Et puis, vous mettez plusieurs milliers de personnes dans un métro. Donc, vous pouvez avancer beaucoup plus rapidement. La rapidité aussi de déplacement est supérieure. Et cerise sur le gâteau, au lieu d'avoir besoin de matériaux, vous pouvez extraire des matériaux en faisant vos tunnels de métro. Et donc, vous produisez, vous faites une extraction en fait, de matériaux de construction directement avec le métro. Donc, en réfléchissant différemment, il va falloir le faire sur plein de thématiques, on peut cocher des cases et aller vers un développement durable. Je retiens qu'en plus de révolutionner nos systèmes techniques, il faudra aussi changer notre façon de penser plus générale. Malheureusement, on arrive déjà à la fin. C'était passionnant. On a couvert plein de choses. Merci beaucoup, Pascal Peduzzi, d'être venu. Avec plaisir, Damien. Et merci à vous pour votre écoute. Comme d'habitude, les références, notamment le rapport qu'on évoquait, est en description de cet épisode. Nous, on va faire une petite pause cet été. On revient mi-septembre. Mais d'ici là, rappelez-vous qu'on a 28 épisodes que vous pouvez encore écouter lors de vos longues soirées d'été. C'était Mon œil, le podcast engagé de Public Eye qui regarde là où les multinationales voudraient qu'on détourne le regard. À bientôt. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye.